dernière fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. C'est moi que tu parles comme ça, mec. Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme, on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de La Maisonneuve et vous écoutez la saison 3 de Bonhomme, le podcast sur les masculinités du magazine GQ. Cette semaine, la gastronomie est mise à l'honneur à l'occasion de la GQ Food and Drink Experience, un événement 100% live qui réunit des personnalités iconiques et prometteuses de la gastronomie pour des ateliers et des masterclass uniques. Et pour étendre l'expérience au podcast Bonhomme, nous avons choisi d'inviter la chef Amandine Chéniaud, 42 ans, qui vient de créer son premier restaurant Pouliche à Paris, après être passée dans les cuisines des plus grands établissements. Nous l'avons invitée car elle a une vision bien à elle de cet univers qu'elle entend adapter à sa personnalité et non l'inverse. Elle nous parle de sensibilité, trop peu exprimée au sein des brigades, des rapports hommes-femmes en cuisine et des souvenirs d'enfance qui l'inspirent aujourd'hui. Comme toujours, on commence par sa définition du bonhomme. Un bonhomme, c'est un mec droit dans ses bottes, qui a des valeurs, qui incarne un truc très honnête, droit, carré, quoi. Est-ce que c'est un terme qu'on emploie beaucoup dans la gastronomie, en cuisine, dans ton entourage, dans ton environnement? Pas trop. Ouais, pas trop dans mon entourage. C'est pas un mot qu'on utilise beaucoup. Et toi, t'en connais des bonhommes dans cette définition? Des personnes qui t'ont inspiré cette définition? Bah ouais, quand même. Heureusement. Qui ça? Bah mon mec déjà, qui est quelqu'un d'hyper discret, très introverti, mais qui est le mec le plus droit et le plus honnête que je connaisse, et le plus bienveillant aussi. Ensuite, tu vois, les personnes avec lesquelles je travaille, PJY, mes associés, c'est des mecs, ils sont méga réglo. C'est des mecs qui ont une très belle image, qui sont des vrais bosseurs, qui sont des acharnés de boulot, vraiment. Des mecs comme ça, ouais. Et en général, que ce soit homme ou femme, c'est qui les figures affirmées de ta vie qui t'ont aidé à te construire tel que t'es aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu un rôle de modèle? Ouais. Bah, il y en a pas mal. Pour le coup, je viens d'une famille où les femmes sont fortes et où les mecs sont plutôt introvertis et très effacés. Ouais, chez moi, c'est les femmes qui vraiment prennent les décisions et qui drivent les choses, quoi. Donc, j'ai envie de te dire, ma mère, ma grand-mère, c'est des personnes qui ont beaucoup compté, qui m'ont montré qu'on peut être maître de ce qu'on fait sans attendre d'être entretenu ou voilà. Ensuite, il y a eu mon maître d'apprentissage qui est un mec qui est pas connu mais qui s'appelle Marc Singer, qui m'a servi un petit peu de deuxième papa au moment où j'ai commencé à travailler dans la restauration. C'est quelqu'un qui m'a pris sous son aile, qui m'a guidée, qui a pris le temps de m'écouter. Il m'a rassurée aussi parce que c'est pas évident quand tu démarres dans ce métier-là, quand t'as pas les codes et que personne dans ta famille ne fait ces métiers-là. Puis après, avec les chefs avec lesquels j'ai pu travailler, c'est tous des sacrés personnages et c'est vrai que c'est une chance d'avoir pu côtoyer ces mecs-là à un moment dans ma vie professionnelle, ouais. Si on veut remonter plus loin que ça, est-ce que tu te souviens du genre d'enfant que t'étais? Est-ce qu'il y avait des particularités? J'étais la petite fille sage, qui se fait oublier, qui fait toujours juste ce qu'il faut pour, tu vois, qui fait ce qu'il faut pour passer, et puis qu'on l'embête pas, mais qui en même temps est plutôt aime bien rêvasser, crayonner sur son cahier et puis à raconter des blagues avec ses copines, quoi. Et tu te sentais comme les autres? T'étais plutôt sereine? J'étais très introvertie. J'étais pas la grande gueule, tu vois. Plutôt dans l'observation par rapport aux gens et ce côté rêveur, quoi. Vraiment. Et est-ce que tu te souviens des passions ou des choses que tu pouvais faire, ce qui t'intéressait à ces âges-là, même après à l'adolescence aussi, mais ouais. Quand j'étais gamine, moi j'adorais, j'ai toujours aimé les plantouilles, comme on dit. J'ai toujours aimé regarder les plantes, en fait. J'ai toujours, tu vois, quand on allait en forêt, dès que toute petite, je savais reconnaître une girole, tu vois, des trucs comme ça, quoi. De l'oxalis, la marjolaine quand on allait en montagne. Parce qu'on t'avait appris ça? Ouais. Ça, c'est ma maman qui m'a appris ça très très tôt, et toutes les balades. Tu vois, quand tous les étés, on partait dans les Alpes, c'est vrai qu'on rentrait, ma mère ramassait de l'arnica qu'elle faisait macérer pour après nous faire, tu vois, sur des cotons, là, quand tu tu t'es cogné, quand t'as un bleu, elle faisait de la teinture d'arnica, on ramassait du cerf polaire, on faisait sécher de la menthe. C'est quelque chose qui a toujours été là, quoi, ce monde végétal. Et donc, c'est quelque chose que tu as gardé aujourd'hui d'une certaine manière. Complètement, ouais, j'adore ça.
Et tu crois que c'est ça qui t'a mis un pied dans la cuisine? Est-ce que tu penses que ça démarre de là, des plantes, ou comment t'y es arrivée du coup? J'y suis arrivée un peu par hasard. En fait, donc moi, ce qu'on disait tout à l'heure, j'étais bonne élève, je me faisais pas remarquer, j'ai eu mon bac à 17 ans avec mention. Et là où j'ai grandi, en fait, t'es hyper formaté. Tu grandis entre Supélec, l'INRA, Polytechnique, et tu poses même pas de questions. En fait, c'est logique. Tu vas faire des sciences, tu vas faire maths sup puis tu vas aller continuer dans cette voie-là. Et en fait, moi, à l'époque, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je m'étais jamais posé la question. Et à l'époque, il y avait ma meilleure copine qui me dit bon, allez, moi, c'est décidé. L'année prochaine, je vais faire pharma. C'est vachement bien, nana. Et puis d'ailleurs, les inscriptions, c'est la semaine prochaine. J'ai fait mon dossier et tout. Et puis là, moi, je me dis oh merde, putain, j'ai jamais réussi à ça. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais faire quand même. En pharma, il y a des plantes. Voilà. Et je me suis dit ouais, why not? Bon, au moins il y aura de la botanique. Et puis après, je verrai bien plus tard. Et en fait, donc je me retrouve sur les bancs de pharma et je m'ennuie à mourir. En fait, je me rends compte que je me projette pas du tout là-dedans, que ça me va pas, quoi. Donc j'arrête en milieu d'année et pour pas rester à rien faire devant ma télé. Enfin, de toute façon, j'ai même pas la télé. Je trouve un petit boulot en me disant comme ça va me faire un peu de sous pour payer mon permis de conduire. Et je me retrouve toujours avec une copine qui était là, qui me dit tiens, on cherche une serveuse si tu veux là où je travaille, dans la pizzeria où je travaille. Hop, j'y vais. Moi, je m'étais fait des pataquès en me disant mais jamais ils vont me prendre, j'ai jamais fait ça de ma vie, etc. Je me souviens, j'avais piqué une veste, tu vois, je m'étais mis bref, je m'en étais fait des casses, quoi. Et donc je me retrouve à servir des pizzas et en fait je me rends compte que j'adore ça. Je trouve ça super cool. Tu rencontres des gens, c'est speed, tu t'ennuies pas. Ouais, c'est pas par la cuisine que t'es arrivé, c'est par le service, exactement. Le restaurant. Et j'ai trouvé ça plutôt chouette et je me suis dit, ok, là, il y a peut-être un truc à faire. Tu peux essaye de monter un salon de thé, donc toujours dans ce coin-là, là, en Vallée de Chevreuse. Fais une école hôtelière, travaille quelques années histoire d'être un peu légitime et puis de pouvoir un peu savoir de quoi tu parles. Et voilà. Donc je pars à Ferrandi avec ce projet en tête. Donc je fais Ferrandi. Et je commence à bosser un peu en cuisine avec ce projet en tête. Et en fait, assez rapidement, je me suis retrouvée embarquée sur le Bocuse d'Or avec François Dembski et Bernard Leprince. Et puis là, on gagne. J'ai Robuchon qui me claque l'épaule en me disant « C'est bien mon petit, t'as bien travaillé ». T'as Yannick Aleno qui dit « Ah, c'est cool, et machin, nanana » et tout. Et tu te dis « Bon, en fait, je vais peut-être continuer là-dedans, quoi ». Et voilà, et de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans les plus beaux palaces de Paris à enchaîner, quoi. Est-ce que t'as des moments marquants de ta vie comme ça, comme le jour où tu prends une décision ou un échec ou une réussite ou un moment de remise en question qui compte plus que les autres pour toi dans la personne que tu es aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des moments qui te viennent comme ça? Il y a eu ça, ce moment-là un peu déclic du Bocuse d'Or où tu te dis OK, je continue finalement à bosser dans les grandes structures, dans les étoilés, etc. Et l'idée du salon de thé original s'est un peu évanouie. Il y a eu aussi quand j'étais à Londres où j'étais pas très heureuse dans mon job. En fait, un jour, j'ai rêvé que je pétais la gueule de mon N+1. Et là, je me suis dit, OK, là, vraiment, faut que t'arrêtes, faut que tu arrêtes, quoi. Arrête de lutter, arrête d'être faut que tu lâches, quoi. Et du coup, le lendemain, j'ai posé ma dame et je me suis barrée. La signature de Pouliche aussi, tu vois, le truc, le jour où t'as les clés, tu te dis, ouais, waouh, quoi, c'est un mélange de plein d'émotions. Les Anglais, ils disent les roller coaster, tu vois, c'est les montagnes russes. Un jour, t'es super excité parce que c'est génial, tu viens voir les plans de l'archi et tu te dis ça va être canon, et puis le lendemain, tu viens d'enlever une cloison et en fait, tu te rends compte que tout est pourri et que tu prends un mois de travaux en plus dans la gueule et que et que ça te rajoute 50 000 de travaux. Enfin, tu vois, c'est intense. Ouais, c'est intense, mais c'est tellement cool, quoi. Pour parler de cuisine en général, est-ce que tu as des souvenirs de cuisine, de goût, de moments qui remontent? Est-ce que si tu pouvais nous en raconter quelques-uns? J'en ai plein, en fait. Je me rends compte que j'ai énormément de souvenirs d'enfance qui sont liés surtout à des odeurs. J'ai souvenir notamment chez mon arrière-grand-mère. Alors, tu vois, je devais vraiment pas être grande. J'ai souvenir d'odeurs de feuilles coupées, enfin de gazon coupé, des framboisiers qu'il y avait. Il y avait un petit torrent dans les Alpes, justement, avec cette odeur très particulière des préalpes. Quand ils viennent de fouiner, quand ils viennent de faucher, t'as une odeur d'herbes coupées très particulière, avec de l'angélique, avec plein d'herbes aromatiques, une odeur très végétale, très, très fraîche. J'ai la tarte aux pommes de ma grand-mère qu'elle faisait, qui avait cette odeur de beurre et de caramel, tu vois, de sucre cuit incroyable. Elle faisait ses confitures, donc t'avais souvent
cette odeur, tu vois, de fruits rouges qui montait comme ça, qui planait dans la maison. C'était le samedi matin, quand j'étais gamine, quand je rentrais de l'école, où ma mère avait fait le ménage et ça sentait la cire, tu vois, elle mettait la cire sur la table en bois, la grande table de la salle à manger, et tu rentrais, t'avais en même temps l'odeur de la nourriture parce qu'elle cuisinait et donc elle avait fait des choses très simples. Il y avait des traditions dans la famille comme on mangeait souvent des onglets de veau à l'échalote. C'est très simple, ça prend 5 minutes à faire, mais c'était vraiment le truc qu'on avait toutes les semaines. Ou des frites, tu vois, des bonnes frites maison. T'avais cette odeur-là de cuisine généreuse, tu vois, hyper confortante. Et en même temps, t'avais cette odeur de cire que j'adore, tu vois, d'encaustique, là, quand tu viens la poser sur le bois. Ça, c'est vraiment des souvenirs d'enfance. En général, quand on pose cette question, les réponses, c'est souvent lié à une mère, à une grand-mère. Et du coup, la cuisine féminine, la cuisine de famille, du quotidien. Mais souvent, c'est ces mêmes souvenirs qui sont racontés par des hommes. Comment on explique autrement, mais peut-être que c'est la seule raison, que cette société plutôt patriarcale, que les hommes ont senti les odeurs de cuisine de leur mère et en ont fait un métier à part entière, un métier d'homme au départ, majoritairement. Ouais. Alors que c'est lié à l'émotion, aux femmes, à une pièce de femme, quoi, la cuisine, pas que. Ouais, mais c'est assez récent, hein, finalement, que les mecs considèrent ça comme un métier, enfin que ce soit valorisé. Quand j'ai commencé la cuisine il y a plus de 20 ans, la première fois que j'ai mis une veste de cuisine, si tu veux, c'était le 12 juillet 98. Alors, c'est marrant parce que tous les mecs, ils te disaient, 12 juillet 98, il y a 1 et 2 et 3-0, machin. Enfin, tu vois, c'est cette espèce de souvenir collectif. Et à l'époque, si tu veux, c'était vraiment pas glamour de faire de la cuisine, quoi. Moi, quand j'ai dit ça à mes parents, tout le monde m'a dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Mais d'où ça vient? Sauf mon parrain qui m'a sorti, et je m'en souviens encore, ça m'avait marqué à l'époque. Il m'a dit, t'as raison, les hommes n'arrêteront jamais de manger. Et sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Je comprends pas et tout ça. C'était très particulier. Enfin, je suis passée un peu pour un ovni, si tu veux. Quand à l'époque, tu vois, t'avais un bac avec mention, que t'avais un bagage universitaire et que tu décides, toi, d'aller vers ces métiers qui étaient à l'époque vraiment pas valorisés. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce que c'est que cette idée, quoi? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus glamour. Tu vois, le nombre de formations pour adultes qui se sont développées, qui sont colossales. Et puis, aujourd'hui, quand tu dis que t'es chef de cuisine, c'est quand même beaucoup plus sexy qu'il y a 20 ans où on avait l'image du gros barbu avec les mains dégueulasses, les ongles noirs et la moustache et la clope au bec, quoi. Tu vois? Donc, c'est quand même très récent que ce soit valorisé pour les hommes, justement, ces images, ces odeurs de cuisine et cette sensibilité-là. Le second soir, faites revenir ce cœur bien tendre. Faites mijoter 3 bons quarts d'heure à vous attendre. Et s'il n'est pas encore parti, soyez-en sûr, c'est qu'il est cuit sans vous trahir. Laissez frémir. Faites attendre encore, et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors. Est-ce que quand on est cuisinier, il y a des grandes règles humaines à respecter, des valeurs qui sont propres à cet univers, une façon dont on sait qu'on doit se comporter vis-à-vis des autres, peut-être la solidarité, forme de hiérarchie? Et c'est quoi les grandes règles? Je pense qu'il y a des notions de partage qui sont très intéressantes, enfin très importantes pour nous, et notamment le partage et la transmission du savoir-faire. En cuisine, en fait, t'es rien tout seul. T'as beau être le meilleur de la terre, si t'es pas bien entouré, si t'as pas une super équipe autour de toi, t'arrives à rien. Voilà, la notion de collectif est très importante. La notion de transmission auprès des jeunes. Nous, on est des passeurs, en fait. Tu reçois ton maître d'apprentissage, tu profites de son savoir-faire et ensuite, tu vas l'ingurgiter, tu vas le retravailler à ta sauce, si tu veux, et puis ensuite, tu vas le rendre et tu vas le transmettre aux plus jeunes. Ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Est-ce qu'il y a des règles qui servent à maintenir une forme de rigueur et d'exigence qui sont strictes, comme on l'imagine? Parce que c'est vrai que souvent, ça fait appel au champ lexical un peu militaire. Alors, c'est peut-être un cliché et on entend souvent que c'est un métier qui est passionnant, mais qui est pénible aussi parce que ça demande énormément d'efforts physiques. Est-ce qu'il y a des valeurs comme ça qui sont de ne rien lâcher et qui sont comme dans un domaine militaire très exigeant, quoi, physiquement et mentalement? Ouais. Pendant des années, moi, toutes les maisons où j'ai travaillé, effectivement, il y avait ce culte de l'hyper-performance et d'être quasiment déshumanisé. C'est-à-dire que tu devais supporter de te brûler sans réagir et puis de retourner, tu vois, entre guillemets au combat. Il y avait ce culte, en fait, c'était à celui qui travaillait le plus longtemps, qui était valorisé, etc., etc. Et de minimiser vraiment la sensibilité, justement, la rêverie. Enfin, tu vois, il y avait cette espèce de
de volonté de vraiment de déshumaniser, de désensibiliser le cuisinier et dans sa performance. Et moi, je suis vraiment pas dans cette idée-là. Déjà, si tu te brûles, si tu es insensible à la chaleur, c'est comment tu fais après pour juger de la température juste d'une crème anglaise, par exemple, ou d'un chocolat, ou même d'une cuisson. Enfin, en fait, tout est affaire de sensation dans ce métier-là. Donc, si déjà, toi, tu te dis, je suis pas sensible à la chaleur, machin, en fait, t'es con, quoi. Et ensuite, cette façon de se dire que t'es incassable et pas sujet à la fatigue et pas... En fait, ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est vraiment de la bêtise. C'est pas parce que tu travailles longtemps que tu travailles mieux qu'un autre. C'est peut-être que juste que t'es hyper mal organisé et que t'es pas efficace dans ce que tu fais. Et moi, en fait, les valeurs qui m'intéressent aujourd'hui, c'est plus... c'est pas de subir, en fait, ce métier-là et ces côtés qui sont pas agréables. Je pense que tu peux être passionné sans subir ton métier et sans faire du 7h, 23h tous les jours non-stop. Et qu'on n'a qu'un corps, donc quand tu te coupes, en fait, tu prends le temps de te soigner parce que sinon, peut-être que dans 3 ans, tu pourras plus faire ton métier parce que tu auras plus de tendons et que tu auras les mains qui seront tellement abîmées que tu auras plus les moyens de faire ton métier correctement. Donc voilà, j'essaye de vraiment casser cette image-là. Voilà, on est des hommes, on n'est pas des machines, notre métier, il y a une grande part de sensibilité aussi, de sensation, des choses qui sont indicibles, des choses qui sont pas explicables à travers des recettes. Enfin, voilà. Et c'est ça qui m'intéresse. Et j'ai pas envie, je travaille avec des hommes, je travaille avec une équipe, je travaille avec des gens qui ont tous des sensibilités et qui ont des choses à dire. Et c'est ça qui m'éclate. C'est pour ça que moi, j'ai très peu de recettes écrites, en fait. J'aime pas ce côté-là, tu vois, de dire, on fait tous les jours la même chose. Ça m'intéresse moins. J'ai envie d'avoir des gens qui viennent pour passer un moment, pour partager une expérience et, que ce soit au niveau de mes clients ou au niveau des équipes, je pense que il faut que tout soit cohérent. Donc, tu peux pas avoir des gens qui viennent chez toi en disant j'ai mangé quelque chose, c'était tellement bon, c'était subtil, il y avait de l'âme dedans, alors que tu as des équipes qui sont là et qui subissent. C'est pas possible. J'ai vu une interview de toi où tu parlais du fait qu'au début, pour te conformer un peu parce que tu avais l'impression qu'on attendait toi en cuisine, tu gommais ton côté féminin et tu avais l'impression qu'il fallait le faire. Ouais. Et ça me fait penser à ce que tu viens de dire, dans le sens où est-ce que ça, c'est en train de bouger ou c'est toi, en tant que femme, qui décide de l'apporter dans tes établissements? Ouais. Comment ça se passe réellement? Effectivement, au tout début, je remets un peu les choses dans le contexte. C'est encore une fois, c'était il y a 20 ans, donc les choses sont un petit peu différentes. Quand je suis arrivée au Plaza, j'étais la seule fille, par exemple, et t'avais des mecs qui m'appelaient la fille. Et à l'époque, j'osais pas me mettre en jupe. À un moment, je m'étais coupé les cheveux, mais courts, garçonne, tu vois. J'osais pas me maquiller ou avoir des traits de féminité marqués parce que j'avais pas envie qu'on m'attaque sur le sujet, en fait. C'était déjà, tout ce que tu fais, c'est déjà interprété comme, OK, elle fait ça comme ça parce que c'est une fille. Elle, on lui a dit ça parce que c'est une fille. Et donc, effectivement, je m'étais mis un peu des barrières toute seule en me disant, OK, il faut que, pour t'intégrer au mieux dans l'équipe, en fait, je pense qu'il fallait que je gomme un peu ces choses-là. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, c'est pas moi le problème, c'est eux. Enfin, si eux, ils ont un problème, ça n'appartient qu'à eux. Moi, je vais pas me plier en 4 pour ça. Et puis maintenant, en fait, tu vois, je m'en fous. Je suis la première à faire la cuisine avec les ongles vernis. Si ça plaît pas à quelqu'un, c'est leur problème, c'est pas le mien. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. J'ai les cheveux longs, c'est comme ça. Ça m'arrive de faire parfois le service en talons. Il y a que depuis que t'as ton établissement que tu te permets ça ou t'as commencé à l'apporter? J'ai commencé à m'autoriser un peu plus de sortie de cadre, on va dire, quand j'étais au Raphaël, parce que j'étais chef, parce que c'était une période de ma vie où j'ai commencé, du coup, à plus être en salle, à plus être au contact des clients, à plus être au contact des journalistes. Et que du coup, tu peux pas arriver en salle en basket dégueulasse avec, je sais pas, tu vois, il y a un minimum. Je trouve que quand tu vas à la table de quelqu'un, tu as envie d'un univers. Et un univers, ça s'incarne aussi par, tu vois, être souriant, avoir des mains qui soient propres, avoir, moi, j'ai plus envie qu'on me reconnaisse pour ça que pour des mains crasseuses et la tenue de combat, quoi. Ouais, tu vois, enfin ça me plaît pas, les pantalons de pied de poule dégueulasses mal taillés, en fait, non, j'ai pas envie de ça. Et puis si en fait t'as pas envie de ça, t'es mal à l'aise, t'es pas bien, voilà, tout va ensemble. J'ai envie d'être raccord entre ce que je dégage, entre ma tenue de travail et ce qui me plaît. Est-ce que justement tu penses qu'il y a une différence dans les restaurants ou les brigades qui sont dirigées par des femmes à ces sujets-là? Est-ce que c'est les mêmes codes? Ou est-ce que les femmes ont intégré les codes de l'univers et du coup ça change rien? Alors, j'ai jamais travaillé dans des brigades tenues par des femmes. Après, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues travailler avec moi en me disant, mais moi, j'ai envie de travailler avec une femme parce que le management est différent, parce que il y a peut-être plus la place à
à l'expression personnelle, à cette sensibilité personnelle. Après, c'est compliqué de faire des généralités là-dessus et c'est toujours des sujets un peu touchy. Mais je pense que de façon générale, on a peut-être plus d'ouverture à la sensibilité personnelle. Est-ce qu'on a besoin, quand on est chef et quand on a ces responsabilités-là, quand on est au restaurant ou quand on a un métier avec cette exigence-là, d'à côté, pour souffler d'autres moments dans lesquels on se ressource pour garder un peu la tête froide ou pour réussir à tenir ce rythme? Et en plus, il y a eu le confinement récemment. Enfin, t'as ouvert ton restaurant juste avant le confinement, donc t'as dû développer d'autres activités pour lesquelles t'avais pas le temps avant. Comment on fait pour maintenir un peu cet équilibre? Est-ce que c'est faisable? Ouais. Je pense que déjà, c'est important d'être bien entouré, d'avoir d'avoir autour de soi des gens qui sont bienveillants, qui sont patients et qui acceptent, qui sont très tolérants parce que une vie de chef, c'est pas facile. On est tout le temps à 5000 à l'heure. C'est un univers qui est tout le temps à chaque minute de nos vies et qui prend énormément de place. On coupe jamais trop, en fait, si tu veux, la nourriture, même si on est off de nos affaires. C'est même quand je travaille pas, tu vois, je me dis ce midi, tiens, je vais en profiter, je vais aller à tel endroit déjeuner parce que j'ai vu passer sur les réseaux qui fait un truc que j'ai envie de goûter. Ou tu te dis tu vas te balader à tel endroit, mais tu vas voir le marché. Donc on n'est jamais complètement détaché, en fait. C'est tellement au-delà d'être un métier, c'est un univers qu'on adopte, quoi, qu'on épouse. Et c'est pas évident pour quelqu'un dans une vie privée d'accepter ça. C'est vrai que moi j'ai eu plusieurs fois dans ma vie des gens, des hommes qui avaient du mal à accepter la place de mon métier par rapport à la place du personnel. Ensuite, moi j'ai besoin de moments dans ma vie où je suis seule, parce que déjà à la base je suis une grande solitaire et c'est un métier dans lequel t'es tout le temps avec du monde. T'es tout le temps avec ton équipe. Quand t'es pas avec ton équipe, t'es avec des clients. Quand t'es pas avec les deux, t'es avec des fournisseurs, ou t'es avec des partenaires, ou t'es avec des journalistes, ou tu vois, et ça s'arrête jamais, en fait. Et des moments où t'es seul, où t'as du silence aussi, parce qu'on est dans un univers qui est extrêmement bruyant. C'est des moments rares et c'est des moments précieux et c'est des moments qui moi, me manquent aujourd'hui, si tu veux. C'est vraiment, j'ai besoin de ça. Autre sujet, est-ce que t'es quelqu'un qui a confiance en toi? Oui et non. Enfin, il y a des sujets sur lesquels je me sens solide et sur lesquels je me pose pas de questions et je sais que j'avance. Et à côté de ça, il y a des sujets sur lesquels je me remets en question en permanence. Et après, il faut être capable de mettre un peu parfois ses doutes de côté et de se dire vas-y, oublie que t'as aucune chance et fonce, quoi. Un peu comme dirait l'autre, si tu veux. C'est au bout d'un moment, le doute, ça dépend du doute que t'as, en fait. Ça dépend de tes blessures, mais il y en a qui font avancer, il y en a d'autres qui paralysent. Il faut être un petit peu... Et la partie sur laquelle t'as le plus confiance en toi, dans laquelle tu prends le plus de plaisir et tu te révèles le mieux, c'est la création, c'est l'entrepreneuriat, c'est la cuisine, c'est quand tu cuisines, quand t'inventes. Est-ce que tu sais un peu... Quand je suis en cuisine, sur l'organisation d'une cuisine, personne peut... je mets au défi quiconque de venir trouver les meilleures organisations dans une cuisine. Il y a pas moyen. Après, au niveau de la cuisine qu'on sort, on est perfectible parce que après c'est des petits moyens, c'est une petite cuisine et tout sort pas toujours comme on voudrait et t'as pas toujours le temps de faire les choses comme tu voudrais. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que moi j'ai toujours eu plein d'idées, j'ai toujours été porteuse de projets, mais là de les porter de cette façon-là, c'est quelque chose de récent. Hein. On a ouvert Pouliche il y a 1 an et demi, donc ça fait 2 ans et demi donc que je suis sur ce projet-là. Je me sens assez légitime là-dessus, mais je sais que, par exemple, là, j'ai des trucs sur lesquels je suis vraiment nulle, quoi, sur tout ce qui est paperasse, admin, les histoires de financement et tout. Je suis nulle et en plus ça me passionne pas, ça m'intéresse pas, voilà, c'est pas mon truc. Et on en a parlé un peu tout à l'heure, et tu m'as dit que c'était important pour toi la sensibilité en cuisine. Ouais. Mais est-ce que par rapport à la moyenne des humains, t'es quelqu'un de sensible? Ah ouais, non, mais moi je suis une éponge à ce qui passe. Je suis une éponge à énergie de ce qui se passe autour de moi, complètement. Et tu dois faire attention à ce que ça vienne pas interférer dans ton métier ou au contraire tu laisses ça interférer de plus en plus? Non, mais après ça dépend des émotions que t'as. C'est extrêmement dur quand t'es dans un moment un peu compliqué de ta vie où t'as des trucs qui viennent tu vois, les engrenages qui se mettent pas bien ou t'es fatigué aussi et du coup t'imprimes plus les choses et t'es stressé et t'as des trucs qui te chagrinent de les laisser dehors, c'est impossible en fait. Tu vois, on dit tout le temps ce qui se passe dans une cuisine, faut que t'arrives à faire abstraction de ce qui se passe en dehors, mais en fait c'est pas possible. Même si tu peux dire à quelqu'un d'essayer de se concentrer, tu peux pas ramener du positif et du bonheur dans une assiette si toi déjà t'es pas un minimum heureux en fait.
Et si tu subis dans une brigade parce que on te met une pression de fou et puis que on te donne pas les moyens de faire ton boulot comme il faut, c'est pas possible. Tu peux pas. Il y a pas de magie, quoi. Est-ce que tu te souviens d'une fois où, en cuisine, il y a une émotion qui t'a submergée? Ouais, bien sûr. Il y a plusieurs fois où j'ai des souvenirs, plusieurs fois dans ma vie où j'ai pleuré en goûtant une assiette. Parce que t'as une émotion, parce que... Et là, c'est très beau. Mais c'est un mélange de plein de choses. Il y a pas que la nourriture, il y a tout. C'est la façon dont on t'accueille, c'est la façon dont tu t'assois, ça va être l'odeur, ça va être la texture du siège, ça va être la façon dont tu prends ton couteau. Et tout ça fait que ça t'amène et ça te conditionne et ça t'accompagne vers cette émotion-là. Et t'as un exemple précis là auquel t'as pensé? Complètement, Couvert en Belgique, c'était il y a, je pense, 6-7 ans. Parce que la cuisine de Laurent Folmer m'émeut énormément. Et c'était un moment, enfin, tu vois, c'était tout ça, quoi. C'était l'accueil, c'était la maladresse du sommelier qui était un personnage avec cette grande moustache. Il y avait Laurent qui était venu nous accueillir. C'était la porcelaine magnifique de Stockmann, qui, au moment où tu la touches, en fait, t'as l'impression qu'elle vibre tellement elle est fine. Tu vois à travers. Enfin, tout ça. C'est quoi le plus beau compliment qu'on puisse faire à propos de ta cuisine? C'est des gens qui disent que c'est la cuisine heureuse, c'est la cuisine joyeuse. Moi, c'est ça. En fait, tu vois, j'ai pas la prétention de faire la meilleure cuisine de la terre. Je suis pas dans cette recherche du Graal des 3 étoiles. Mais j'ai envie que, avec nos petits moyens, avec faut pas oublier quand même, on a un menu à 28 €. Le soir, c'est 55 €. Donc, t'as quand même un modèle économique qui est pas, tu vois, on n'a pas tous ces moyens dans un 3 étoiles, mais t'as des services où tu te dis, bon, ce soir, tout s'enchaîne bien, et puis tu vois que les gens sont heureux, tu vois que toutes les assiettes reviennent vides, les mecs, ils viennent te voir après le service et ils sont là, ils font, c'était super, franchement, encore une fois, on est bien chez vous, tu vois, on est bien chez vous. Et le plus beau compliment qu'on pourrait te faire à toi en tant que personne? Que je suis quelqu'un de bien. C'est ce que j'essaye d'être. Parlons un peu du futur. On a parlé un peu de passé. Du coup, tu as ouvert ton premier restaurant Pouliche à Paris en octobre, juste avant le confinement. Ouais. Il a fermé, mais il a assuré des livraisons pendant le confinement et il a réouvert ses portes au public le 19 mai, comme les autres. Est-ce que c'est le même restaurant que celui que tu avais imaginé avant cette crise? Ou est-ce que ça a remis en question des choses? Ça m'a confortée sur les choix qu'on a fait au début, à l'ouverture, de se dire que j'ai pas envie d'aller vers de la restauration étoilée. J'ai envie d'un endroit où on se sente bien, où tu as la notion d'accueil, d'être ensemble, de partager les choses. Je pense qu'aujourd'hui, tu vois que tu as plein de chefs qui sont en train de faire le choix justement d'arrêter de faire de l'étoilé pour revenir vers quelque chose de plus convivial. Et tu vois, nous, on est vraiment dans cette ligne-là, quoi. Et puis, là, mi-juillet, si tout va bien, un nouveau restaurant qui va ouvrir à Montmartre, qui va s'appeler le Café de Luce. Luce, c'était le nom de ma grand-mère. Et on va aller réinterpréter le territoire du vieux café parisien avec, tu vois, par exemple, des cuisses de grenouille, les œufs à la coque du matin. Sa tarte aux pommes, t'as réussi? Ouais, il y aura des tartes, effectivement, à la tranche, un peu à l'ancienne, tu vois. Pareil, sur les spiritueux, aller chercher des vieux alcools un peu oubliés, le quinquina, le picon, nous ramener un peu en enfance. On a tous des souvenirs avec ces étiquettes-là et moi, ça me fait bien marrer. Comme quoi, ça n'a pas créé la peur d'entreprendre. En fait, il y a un projet qui naît de cette période compliquée, quoi. Ouais, non, au contraire, moi, j'ai besoin, justement, dans ces périodes-là, d'avoir des perspectives et d'aller me projeter vers quelque chose d'autre, justement. Et c'est pour ça que depuis le début, même tu vois en mars, moi j'ai pas pu m'imaginer qu'on allait fermer le restaurant et on a tout de suite pivoté vers la vente de légumes sur le premier confinement, vers la vente à emporter au deuxième. Moi j'ai besoin d'aller de l'avant, j'ai besoin d'avoir des projets. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.